Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial Un Oscillation Reloaded qui reprend l'un des tout premiers jeux mentionnés dans Oscillation pour le traiter sous un angle différent. Si vous avez eu l'occasion de regarder la première partie de l'émission spéciale dédiée à la série des Final Fantasy, alors vous devez vous souvenir que j'ai fait une promesse dans la partie qui parlait de Final Fantasy VI. Exactement, nous allons enfin voir de plus près la célébrissime scène de l'opéra. J'aimerais m'aventurer à déclarer que cette scène fait incontestablement partie des plus marquantes de l'histoire du jeu vidéo. Grâce à une réalisation brillante, elle laisse même les joueurs les plus avertis sans voix. Replaçons la scène dans son contexte. Nos personnages, en besoin d'urgent d'un moyen de transport aérien, apprennent qu'un certain Zetser est le repossesseur d'un navire volant. Il se trouve qu'il a annoncé d'enlever la diva de l'opéra Maria à la fin de la prochaine représentation. Nos personnages décident alors de remplacer la véritable chanteuse par la guerrière et magicienne Céleste et de s'en servir comme appât pour entrer en contact avec Zetser. Si vous connaissez le jeu, vous vous souvenez sans aucun doute comment la musique de l'opéra ne se contente pas d'accompagner les actions qui se déroulent sur scène, mais colle à tout instant également avec les moments d'action intercalés, durant lesquels le joueur reprend le contrôle de l'un de ses personnages. Une nouvelle terrifiante, un entracte, nos personnages se lèvent pour explorer les pièces voisines de la salle. Chaque action du joueur trouve son pendant musical avec un bout de l'histoire de l'opéra qui se déroule précisément au même moment sur scène. Souvenez-vous aussi comment votre performance en tant que Céleste avait une influence directe sur le déroulement de l'opéra. Chanter le faux texte et tout s'arrêter, vous obligeant ainsi à recommencer depuis le début. La honte. Voyons maintenant la scène d'un point de vue strictement musical. Notez que l'opéra présente quelques-unes des caractéristiques des plus communes pour ce genre. Il débute avec une ouverture, morceau instrumental qui introduit communément un opéra et qui peut déjà inclure quelques éléments récurrents par la suite. Et en effet, je vous laisse retenir ici une introduction d'abord héroïque, puis un air doux à la harpe et on en reparlera dans quelques instants. On pourrait faire une analyse strictement musicologique de cet opéra. Mais saviez-vous qu'il donne en fait une image très complète de la vision qu'avait Uematsu Nobuo de ce genre musical ? Voyons ça de plus près. On peut d'abord noter qu'Uematsu Nobuo mélange énormément de styles musicaux provenant d'époques différentes. Dans l'ouverture, on peut encore entendre quelques éléments stylistiques baroques et classiques, tandis que la plus grande partie de l'opéra ressemble plutôt au début du romantisme, faisant notamment penser à un Bizet ou encore un Schubert, puis au ballet de Tchaïkovski, notamment pendant la valse vers la fin du morceau. Uematsu Nobuo dédiait sans aucun doute son opéra d'abord à des joueurs non connaisseurs et voulait ainsi inclure dans sa composition un maximum d'archétypes de musique dite classique. Uematsu Nobuo va également se servir de signatures musicales pour les deux personnages principaux de son opéra. Draco est ainsi toujours musicalement représenté par un air héroïque en si mineur, tandis que toutes les interventions de Maria se font sur une douce mélodie de harpe en ré majeur, la tonalité majeure dite parallèle, c'est-à-dire complémentaire à si mineur.
l'ouverture. Et oui, ces deux éléments, l'air héroïque et la harpe, y figuraient déjà et annonçaient ainsi une partie de l'histoire de l'opéra. Un autre élément typique de l'opéra utilisé par Uematsu Nobuo est le triangle amoureux présenté lors de l'intrigue avec Maria, la soprano au centre, Draco, un baryton, le héros gentil, ainsi que l'anti-héros méchant avec une voix plus aiguë dans l'ensemble, lui donnant moins d'allure qu'à Draco. Quelques petites incohérences, certainement laissées telles quelles intentionnellement, font sourire les joueurs musiciens. Dans un premier temps, le chef d'orchestre a un geste parfaitement uniforme, trop agité et totalement en dehors du rythme. On peut ensuite remarquer que l'orchestre tout entier continue à jouer, alors que parfois on n'entend que la harpe toute seule. Finalement, notez que les lignes mélodiques exécutées par la chanteuse sont légèrement désaccordées, comme pour signifier que ce n'est pas vraiment la diva, mais bel et bien Céleste, une guerrière qui n'a jamais pris de cours de chant.